L'école de finance de Lomé, EFL, est un modèle semblable à Massachusetts Institute of Technology, Harvard, Princeton et de ce fait même, EFL a pour mission de créer une nouvelle génération de penseurs africains capables de discuter d'égal à égal avec n'importe quel étudiant ayant le même diplôme des plus grandes universités dans le monde. Grâce à Dieu, nous avons, à présent, le moyen de relever ce défi. De par mon expérience de plus de 25 ans dans l'enseignement supérieur en France et en Afrique en économétrie, finance, microéconomie, économie internationale, ancien fonctionnaire des Nations Unies et expert de la Banque mondiale, étant maître de conférences en économie internationale et mondialisation, j'affirme que toutes les universités africaines y comprises l'université de Lomé, sont dans l'erreur et constituent par la même occasion, le principal obstacle au développement de l'Afrique. En particulier au regard de l'hypothèse de la meilleure technologie disponible du modèle néoclassique. Je mets à défi tout le genre humain de prouver le contraire de mes affirmations et je prends l'histoire comme principal témoin. Quiconque combattra cette œuvre sera condamné et quiconque la soutiendra de tout son pouvoir sera favorisé de Dieu. Tout vivra partout où parviendra le torrent. Nous voulons parler de modèles théoriques, ils nous racontent des histoires, les variables clés sont très intéressante, croissance, inégalité, pauvreté, mais raconter une histoire aussi élégante soit-elle, même avec des surprises, ne nous dit même pas nécessairement qu'elle correspond à la réalité et donc, on pourrait être un peu prudent en termes de formulation de politique. Maintenant, c'est vrai que avoir une sorte de bonne base conceptuelle, un bon modèle théorique bien articulé, est une étape très importante. Je ne rabaisse pas du tout cette étape, ce que je suis essayé de dire que c'est une première étape très utile, mais dans la littérature que nous allons examiner aujourd'hui, nous sommes allés au-delà de cela. Et pour essayer de passer à l'étape suivante et de voir à quel point cela correspond et comment allons-nous citer eux. Nous allons prendre les fondements microfinanciers supposés et estimer ces fondements et obtenir la majeure partie des paramètres clés du modèle. Épinglés de cette façon à partir des microdonnées, il y aura quelques paramètres restants que nous ne pouvons pas obtenir f du choix des ménages ou du choix de l'entreprise et nous les calibrerons. Puis nous simulerons les modèles et obtiendrons ce que le modèle prédit pour l'inégalité de la croissance. Revenu, épargne, part du travail, du PIB et en fait aussi certains des fondements clés de chaque modèle. Dans le premier, l'un sera la fraction des ménages qui dirigent des entreprises. Et le second sera la fraction des ménages participant au secteur financier. Alors que faisons-nous avec chacun d'eux, puis nous pourrons, après avoir fini de regarder la bonté d'ajustement, nous pouvons faire une analyse du bien-être de l'intervention politique. Le premier modèle doit faciliter un secteur financier en expansion exogène exactement au rythme que nous voyons dans les données. Et cela va créer des gagnants ou des perdants à mesure que le système financier se développe. Nous aurons des changements sur la marge extensive parce que certains ménages se lanceront en affaires et nous aurons des changements à mesure que la richesse s'accumule dans le montant qu'ils peuvent investir dans les affaires et aussi parce qu'il va pour être un modèle d'équilibre général, on va avoir des changements de salaires et de taux d'intérêt, des équilibres qui ont des effets eux-mêmes au-delà des effets directs souvent assez importants en fait. Tu sais, il y a un débat selon la position politique que tu prends Tu sais filer vers le bas vous savez ce qui est parfois pris de manière négative, ce qui signifie que vous savez que seuls les riches bénéficient de diverses choses et que les travailleurs pauvres ont de la chance d'avoir quelque chose de mieux. Une façon de dire que c'est une marée montante soulève tous les bateaux. Le modèle prend position en quelque sorte sur ces choses et en particulier le salaire. Quand vous avez l'approfondissement financier peut augmenter et c'est un énorme avantage pour les pauvres. Même les pauvres non qualifiés qui ont un meilleur emploi et de meilleures opportunités de salaire là. Deuxième expérience de bien-être et quand dans le deuxième modèle le gouvernement prend le contrôle du système bancaire. J'y ai fait allusion à la fin de la dernière fois, lorsqu'il libéralise le système, le remettent au secteur commercial qui crée également des gains de bien-être qui peuvent être assez importants et nous pouvons
Le fait est que nous pouvons utiliser chacun de ces modèles si nous croyons le modèle et nous croyons plus ou moins les chiffres que nous avons mis pour les paramètres que nous pouvons quantifier ces gains de bien-être et pertes. Il y a des zones coralliennes qui en découlent tout des. D'abord, la croissance ne doit pas nécessairement augmenter à mesure que le système financier se développe. Nous avons examiné la littérature la dernière fois sur la finance provoque la croissance. Cela semblait plausible et raisonnable et au moins sous une forme réduite sens, cela semblait correspondre aux données. Mais dans le deuxième modèle, à mesure que les opportunités se développent, vous pouvez créer de manière endogène plus d'infrastructures financières, mais cela a un coût et, comme tout le reste, l'investissement peut ne pas être rentable tout de suite, donc certaines ressources ne sont pas citées disparaissent dans cette création de l'infrastructure financière et donc en effet les niveaux de taux de croissance baissent et les taux de croissance sont plus lents pendant un certain temps qu'ils ne l'auraient été sans la libéralisation. Une autre mise en garde à venir F depuis le modèle, les deux modèles d'aujourd'hui sont des modèles de transition, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore à l'état stable, bien que, si je me souviens bien, j'essaierai de dire quelque chose sur les états stables de chacun d'eux et donc, à certains égards, les modèles ne génèrent pas série temporelle stationnaire implicitement lorsque vous exécutez une régression. Vous connaissez les anciens et ainsi de suite, vous supposez en quelque sorte que vous obtenez des données tirées d'une station en tant que série temporelle stationnaire. En cours et bien sûr, vous obtenez des coefficients faux ou erratiques sur les mêmes régressions que la littérature a utilisées avec des données réelles de cross-country. Donc c'est une sorte de mise en garde maintenant vers la fin, vous savez qu'il y a une tendance à dans n'importe quelle classe, n'importe quelle conférence pour n'importe quel cours vous voyez des modèles et vous verrez où il y a un modèle apprenons à manipuler celui-ci et peut-être faire quelques extensions de celui-ci ou une deuxième classe avec le deuxième modèle. Vers la fin je vais délibérément essayer de vous engager dans une comparaison de ces deux modèles pour faire valoir que la vraie recherche en cours essaie de décider non seulement comment étendre un modèle donné, mais en quelque sorte ce que nous apprenons dans l'ensemble, ce n'est généralement pas publié ce genre de choses en fait, vous savez la plupart du temps ces conversations ont lieu dans les bureaux et les couloirs où vous savez sur la bière et ainsi de suite. Mais il est en fait une grande partie du processus de recherche afin d'introduction des ensembles. Quelques mots d'un papier que j'ai écrit avec Ayuk Jung, qui répète tout ce que je dis déjà en gros nous ne saisissons pas les paramètres à partir de rien nous allons les estimer avec les microdonnées. Nous comparons les prédictions du modèle avec la dynamique réelle. Il y a une tradition bien établie dans d'autres sciences qui a à voir avec le modèle validation variable, il est donc assez courant de calibrer la machine ou le modèle ou le processus, puis de simuler et de voir à quel point cela fonctionne sans être recalibré. Ou en d'autres termes si vous avez assez de degrés de liberté et suffisamment de paramètres. Et vous êtes constamment en train de bricoler vous savez qu'il y a une tendance à être capable d'adapter des choses que vous avez vues et vous êtes probablement dans votre premier cours de statistiques et de moindre carré ordinaire vous savez si vous manquez de degrés de liberté vous pouvez ajuster. Vous connaissez une ligne à 2 points vous pouvez parfaitement bien ou vous pouvez ajuster un polynôme que vous connaissez même avec des données non linéaires mais ensuite hors de l'échantillon vous voulez prédire un peu plus et c'est juste. Fou c'est juste complètement éteint donc ici, nous suivons la tradition de ne pas utiliser délibérément toutes les données, c'est une question de choix, mais quelles données utiliser et quoi mettre de côté. Et je peux imaginer plus d'expériences de citation que nous n'en avons réellement fait, il n'y a donc pas de règle fixe pour savoir comment faire cela et ce n'est même pas aussi couramment utilisé en économie que je pense qu'il devrait probablement l'être. Et je suppose que vous savez que le thème principal aujourd'hui est ce mariage de la théorie et des données fraîches. Très tôt dans les années 30 était un grand champion de la pénétration mutuelle de la théorie économique quantitative avec des observations statistiques je pense que c'est en fait sur l'économétrie
Vous savez couvrir sinon leur site web et eux en particulier vous savez que nous sommes quelque part entre la théorie sans mesure et la mesure sans théorie. Une grosse controverse dans le cycle économique analyse le long de cette ligne un grand débat entre Koopmans et Burns et Mitchell. D'accord, donc nous allons faire ces deux articles qui viennent de la littérature, c'est une sorte de plus et un moins. Et Lloyd Ellis et Dan Bernhardt et l'autre est Greenwood et Jovanovic racontent chacun une histoire plausible sur ce qui se cache derrière le processus de croissance et la relation entre l'approfondissement financier des inégalités de croissance et les autres variables que j'ai énumérées. Et nous allons essayer de bien estimer ces modèles. La partie négative de cette chose est que nous avons appris comment faire des statistiques et de l'économétrie en partie à travers le prisme de ces modèles en réalisant à quel point certaines parties de ces modèles sont problématiques. Et je ne commencerai pas de cette façon si je recommençais. Et au fur et à mesure que je parcourais la conférence, j'essaierai de souligner les parties particulièrement inquiétantes ou problématiques que j'ai en tête en termes d'application de ces modèles aux données, mais de toute façon, je reviens du côté positif qui est littéralement ce que nous avons fait, nous avons adopté. Gros sans aucune modification ni qualification. Exactement les équations que ces auteurs théoriques utilisaient dans leur modèle O. Ce n'est pas bondé. Accord si Lloyd Ellison Bernhardt Leb pour faire court. Il y a 3 professions agricoles, travailleurs et des entrepreneurs, et il est coûteux de mettre en place une entreprise. Mais ces coûts sont comme le talent, ils varient avec l'individu. Plus vous êtes talentueux, moins coûteux il est supposé que la distribution cumulative des talents est distribuée selon le capital H ici où X est le niveau de coût. Et vous devez être fait attention à la notation, vous savez où nous parlons des densités. Par rapport aux distributions cumulatives, alors gardez à l'esprit qu'il y a aussi un D initial. Distribution de la richesse qui démarre le modèle que vous connaissez G de B où B est une sorte de leg. Juste pour vous alerter, ce modèle a une partie dynamique relativement naïve. Les gens vivent essentiellement pendant 2 périodes qu'ils mangent aujourd'hui et ils laissent de l'argent pour leurs enfants ou la prochaine période de demain comme s'ils laissaient un leg, d'où la notation B pour leg. Donc quels revenus les gens ont-ils dans une période donnée? Les agriculteurs gagnent une sorte de subsistance en vivant de l'agriculture et ils reportent leur richesse et l'ont à la fin de la période. Travailleurs gagnent un salaire, et les entrepreneurs faire des profits. Tout le monde a cette richesse initiale qui peut varier selon les individus reportés à la fin de la période. Essentiellement, un peu d'une exception pour les entrepreneurs. Quand Dan a écrit son modèle, il avait dans un esprit la littérature sur le développement antérieur qui vous fait connaître l'agriculture dans les zones rurales par rapport aux usines et à la fabrication dans les villes, de sorte qu'elle avait à l'esprit une sorte de coût de la vie. J'ai ajustement, donc vous savez que les travailleurs gagnent leur salaire mais ils doivent payer ce coût de la vie qui donne un petit avantage à être dans le secteur de subsistance. En fait, vous pouvez le voir tout de suite ici. Vous savez si en quelque sorte en équilibre pour si les agriculteurs et les travailleurs coexistent. Ces 2 équations doivent être égales tant que le salaire ne dépasse pas le salaire moins ce coût de la vie ne dépasse pas gamma, alors un ménage serait indifférent à l'idée de migrer vers la ville pour un salaire et payer ce coût par rapport à rester dans l'agriculture. Oui, est-ce que cela m'éloigne complètement des marchés fonciers? Oui, c'est le cas. Et d'accord, passons à l'entreprise. Eh bien, permettez-moi simplement de vérifier que le modèle tel qu'estimé et calibré fournira réellement le fait que pendant des périodes assez longues, le salaire reste relativement bas et que les 3 secteurs coexistent bien qu'il vienne ce moment précis où le salaire commence à apparaître et ensuite tout à fait irréel. Sticali, vous savez qu'il devrait y avoir pas plus d'agriculteurs que vous pensez que ce modèle est voué à l'échec avec ce genre de lame de couteau, mais étonnamment en Thaïlande, il y a encore des agriculteurs, mais le salaire fait ses jours pour un assez longtemps relativement plat.
Et puis elle a plutôt rapidement quand est-il des entreprises afin que les entreprises maximisent fondamentalement le profit. Le prix de la production ou du bien de consommation est normalisé à 1 afin que les entreprises aient une production qui est produite en utilisant le capital et la main-d'œuvre. La main-d'œuvre peut être embauchée, ce sont les travailleurs que vous devez leur payer un salaire. Et du capital fondamentalement sort de la richesse initiale. Donc le capital et la consommation sont en quelque sorte un à un, donc vous avez votre sorte de richesse initiale. Et cela et le capital doit être financé par ce capital ne peut pas dépasser ce montant. Et en fait il y a ce coût fixe et cela aussi doit être payé. Il se passe beaucoup de choses ici parce qu'il y a deux contraintes. L'une est que vous devez payer X pour commencer et la seconde est que vous ne pouvez pas emprunter. Du tout l'investissement est essentiellement autofinancé maintenant. Cela dit, vous pouvez imaginer un peu d'affaiblir cela et permettre au montant que vous pourriez emprunter d'être un multiple de B. Et vous savez, la prochaine classe, nous parlerons de nombreux modèles qui font quelque chose exactement comme ça. Mais pour l'instant non pas de crédit du tout. Donc ça coûte à soustraire de la production comme si à la fin de la période. Ou B- ces choses c'est ce que vous avez à la fin de la période. Alors vous obtenez la production et vous payez les travailleurs eux. Donc la clé de cet article et de tant d'autres articles est une carte de choix d'occupation. Qui résume vraiment les possibilités de sorte que les deux variables clés du point de vue d'un ménage sont la richesse initiale. Qu'ils ont au moment le début de la période peut être haut ou bas et cette configuration coûte X. Pour gérer une entreprise et vous savez naturellement si votre richesse est élevée et vos coûts sont bas vous êtes une personne talentueuse. Vous n'êtes pas seulement susceptible de vous lancer en affaires mais cette contrainte financière n'est pas va être contraignant soit vous allez réduire le produit marginal du capital à 1. Et il vous reste encore plus d'argent donc vous le portez en quelque sorte à la fin de la période. Il y a une région de plus faible richesse mais pourtant quelque peu des gens talentueux qui sont des entrepreneurs contraints. Qu'ils aimeraient en fait employer des niveaux de capital K plus élevés que ce qu'ils sont capables de financer. Avec leur propre richesse qu'ils emprunteraient s'ils le pouvaient mais il n'y a pas encore de crédit et en fait cette ligne droite est quand ils ne peuvent même pas couvrir leurs coûts d'installation ou à la marge, ils sont simplement capables de le régler pour couvrir leurs coûts d'installation X de leur richesse B et il ne reste plus rien. Donc ils ne peuvent même pas diriger l'entreprise de manière intensive marge et le reste des gars que vous savez sont des travailleurs ou des agriculteurs, donc la forme de ceci est intuitivement raisonnable, plus sa richesse est élevée et plus son talent est faible, plus vous seriez susceptible d'être une entreprise. Ou une entreprise sans contrainte pendant plus tu connais le bas et votre richesse et plus vous avez de chances d'être un travailleur et le fait est que même lorsque votre talent est faible si votre richesse est assez faible vous ne pouvez pas être. En affaires ce sont des entrepreneurs potentiellement rentables qui sont contraints sur le marge. Étendu à ces valeurs de paramètres maintenant vous dites quelle valeur de paramètres bien j'ai dessiné quelques lignes. Le but de la microestimation est de réellement pouvoir tracer ces lignes en fonction des microdonnées. Donc oh mon Dieu! Je ne sais pas à quelle fréquence cela se passe pour être ainsi. Laissez-moi juste saisir 3 équations et laissez-vous concentrer sur ceci et voici les fonctions structurelles du modèle. Il y a un compromis entre la consommation et le leg sous. Cette fonction d'utilité c'est fondamentalement le top douglas dans la consommation d'aujourd'hui et la richesse de demain. Ceci petit paramètre ici est oméga. Oméga va essentiellement déterminer le taux d'épargne. Et nous allons devoir demander de le calibrer. Cette fonction de production est moche, elle était censée être générale ce qui sonne bien SO. Il a du capital. Il a du travail, il a le carré de chacun d'eux et il a un terme d'interaction malheureusement donc. C'est comme le journal Trans vous savez approximativement il peut raisonnablement bien approcher presque n'importe quelle fonction. Mais le problème est qu'il comporte 5 paramètres que vous connaissez ligne C alphabétique et un script illisible. Je suis désolé je pensais que c'était sigma mais ça ne ressemble pas à sigma E
Et c'est l'un des regrets que j'ai à propos de vous savez pousser si fort dans ces modèles parse. Qu'il s'avère que vous sachiez avec le recul que nous avons généré des données à partir de cette fonction de production. Connaissant le modèle et il est toujours difficile de récupérer ces paramètres, c'est quelque chose que vous devriez prendre l'habitude de faire, vous savez que c'est assez difficile. Avec des données réelles et vous savez déjà que le monde réel n'est pas comme votre modèle, c'est une abstraction. Mais au moins vous devriez vous assurer que vous ne pouvez pas vraiment en savoir trop. Parce que vous devez prendre des décisions concernant votre modèle, mais au moins vous devriez vous assurer que la routine d'estimation fonctionne bien si le monde était exactement comme le modèle est généré. Les données que vous êtes sur le point d'utiliser, de toute façon nous avons fait de notre mieux à ce sujet et c'est cette distribution de configuration qui coûte la distribution cumulative. Le moyen le plus simple de démêler, c'est-à-dire supposer que m est égal à 0, alors cela disparaît. Et la distribution cumulative augmente juste linéairement en x, en d'autres termes la densité est plate. Donc c'est juste une distribution uniforme standard qui est aussi plutôt sympa sur le diagramme E. Parce que bien que je ne veuille pas élargir cela, vous voulez savoir combien de personnes d. Un certain x il y a un certain b, combien de personnes d'un certain x il y a. Avant de passer des entreprises aux travailleurs, et c'est juste la durée de cela ligne et donc une densité uniforme et pratique pour le type de géométrie de 2 de cette figure, mais si m est supérieur à 0, vous obtenez ce terme au carré. Cela signifie simplement que la distribution des talents est asymétrique à TOE. Vraiment la distribution des coûts est biaisée vers la droite, donc il y a des gens très peu talentueux et inversement quand m est en dessous de 0. Maintenant tout ce gros à faire sur les micros sous-jacents. Que voyons-nous dans les données? Eh bien imaginons que nous voyons le salaire et nous voyons aussi en quelque sorte la valeur nette ou la richesse du ménage et nous connaissons leur profession. Alors qu'est-ce que le modèle prédit? Le modèle prédit que la profession est, disons, entreprise où I est égal à 1 dans un sens binaire. Lorsque cette distribution des coûts est inférieure, c'est que vous devriez lire ceci car un X est sur ou en dessous de cette partition entre les travailleurs et les entreprises, donc vous additionnez comme je faisais juste tous ces ménages avec moins de talent que cela. De même, si vous n'allez pas être égal à 1, vous va être I égal à 0 et un salarié et c'est le reste qui est la masse résiduelle ou à moins cette probabilité. Alors quelle est la probabilité que vous sachiez? Donc juste un examen rapide, vous savez imaginer que vous avez une pièce. Et vous savez généralement que les pièces sont pièces justes, donc je ne suis pas sûr, mais le Super Bowl. Tu connais une probabilité égale d'être pile ou face et tu vois un tas de données, tu connais 4 faces et si que et tu dis bien quelles étaient les chances de ça. En fait c'est un peu plus intéressant. Si le pièce n'est pas juste que vous savez, car alors ce n'est pas la probabilité de la moitié de tout ce qui se présente, mais vous venez de prendre essentiellement les données qui sont des têtes de queue de tête, etc. sont travailleurs de L entreprise et commencer à ajouter les probabilités qu'ils sont indépendants événements. Donc cela dit log ici, mais si vous annuliez le log, vous auriez la probabilité d'être une entreprise et alors ce I serait juste le 0 ou 1 et quand il est égal à 1, vous obtenez juste le nombre de dire têtes ou le nombre d'entreprises dans l'échantillon. Et de même pour le nombre de travailleurs, il est très pratique de prendre les journaux. Et ensuite cela prend cette forme parce que vous savez que les journaux font baisser l'exposant devant la variable. C'est aussi une astuce mignonne parce que vous voulez maximiser un journal de probabilité S et les niveaux sont monotones les uns dans les autres. Vous trouvez le max de l'un, vous allez trouver le max de l'autre, donc vous savez que les économètres maximisent généralement les journaux pour des régions comme celle-ci et il s'avère avec toute cette algèbre ces formes fonctionnelles particulières que vous connaissez pour un ensemble de paramètres dans la fonction production. Alpha, bêta, rho, sigma, xi, etc. Vous pouvez juste tirer toutes ces lignes et donc déterminer toutes ces probabilités donc pour deviner donner sur les paramètres que vous aurez
une certaine valeur pour la probabilité de journal et que vous venez maximiser cette probabilité de log en choisissant. Ces paramètres essentiellement les données viennent en premier là-bas sur le diagramme vous avez une sorte de richesse des milliers de points de données mais vous avez de la richesse et vous ne voyez pas le talent qui est inobservable. Mais vous voyez leur métier donc vous supprimez ces courbes pour essayer d'ajuster autant de points de données que possible voici les paramètres estimés. Alpha, bêta, 0, sigma et cet REM est également estimé naturellement parce que c'est un peu. Vous dire s'il y a une grande masse de personnes à coût élevé ou à faible coût dans la population. Donc la ligne de question n'est que la frontière entre le travail entrepreneurial là-bas, la ligne de préoccupation limitée n'a pas d'importance pas dans ce cas non nous ne vous l'avons pas fait maintenant si j'avais des données sur les ménages qui ont répondu ou les entreprises qui ont répondu à la question, sommes-nous contraints? Et vous pourriez même obtenir des entreprises en cours d'exécution plus sophistiquées aimerions-nous investir davantage? Étant donné le prix fictif que j'ai posé des questions comme celle-là et la macro-conférence que je sais qu'il y a une demi-heure, je décrivais quelque chose comme ça aux États-Unis pour les entreprises juste avant la crise financière et vous pourriez même faire quelque chose sur une large marge en principe vous craignez que ce soit des questions moches comme êtes-vous contraint? Mais de toute façon semble fonctionner mieux dans la pratique que vous ne le pensez, cela pourrait en réalité. Dans l'étalonnage de la classe tout ne peut pas être obtenu à partir de ces diagrammes de choix d'occupation. Donc et agissivement nous avons changé le modèle ce peu que nous allons permettre à un taux de croissance très faible du revenu de subsistance comme s'il y avait des progrès technologiques dans l'agriculture que le taux d'épargne ne eût pas estimable à partir des données micro la façon dont nous faisons. Et le revenu de subsistance dans l'agriculture n'est pas non plus le niveau de revenu de subsistance que nous obtenons. D'une enquête socio-économique réalisée en Thaïlande en 1976, correspondant essentiellement au salaire de réserve. Il y a une légère croissance très faible tendance de ce au fil du temps dans ce taux de salaire donc nous le laissons croître de manière exogène à 5,5% par an moins d'1% et comme Douglas et le taux d'épargne et encore une fois nous allons le fixer à un niveau élevé. Essentiellement à essentiellement un quart mais cela correspond aux preuves et vous allez voyer cela en Chine et de nombreux pays sont sur le point d'étudier les taux d'épargne sont très élevés dans ces pays. Donc c'est en fait un apprentissage réaliste. En le faisant à partir du papier original de Bernard et Ellis, vous savez, vous commencez à voir un peu la dynamique et aussi leur point de vue sur la littérature sur le développement. Au moment où ils ont écrit l'article. Tout d'abord vous savez pourquoi ce taux d'épargne myope vous savez pourquoi se soucier d'aujourd'hui et de demain c'est juste aide énormément à calculer les solutions à ces modèles c'est comme si chaque jour est un nouveau jour voici votre richesse combien vais-je économiser c'est un nombre qui est la fraction de la richesse que vous allez économiser et le reste vous connaissez en disponible pour la consommation. Donc après avoir pris votre décision d'occupation afin que vous sachiez chaque période que vous avez en quelque sorte, comme un modèle statique où vous décidez de l'occupation à quel point vous faites, etc. en fonction de votre choix d'occupation et votre talent détermine votre fin de la richesse de la période et que tu reportes. À demain bien et demain est un nouveau jour et tout recommence non je ne crois pas. Que ces gars ne vivent que 2 périodes bien que vous verrez cette tension dans la littérature. Vous savez entre le réalisme et la traçabilité, les gens utilisent encore des modèles de génération qui se chevauchent assez fortement et certains et je veux dire comme avec 3 périodes. Il est donc difficile de faire correspondre les données d'une année à l'autre de cette façon, mais vous pouvez raconter des histoires intéressantes sur la répartition de la richesse et l'impact des contraintes de crédit. Donc c'est une version extrême de ça c'est comme le décollage de Rastao vous vous souvenez qu'il a travaillé pour Kennedy et donc il dit d'abord vous savez qu'il ne se passe pas grand-chose et ensuite vous entrez dans cette transition nous commençons juste à augmenter mais les revenus et la richesse continuent de croître de premier ordre,
puis vous obtenez le développement économique avancé, les salaires d'école. Et les revenus et la richesse, vous savez, deviennent vraiment très élevés et j'oublierai de le dire, mais vous savez, si vous laissez ce modèle fonctionner assez longtemps, il convergera vers un état stable, dans lequel il n'y a plus de croissance de la richesse, ce n'est plus une économie de croissance. Dans cet état stable à cause de cette hypothèse étrange sur 2 périodes et là cela coûtera paix voir les gens faire des transitions. Ils auront une certaine richesse et ils vont être talentueux ou pas talentueux dans certaines choses. Et ils décideront de dire oubliez ce qu'ils faisaient la période précédente et faites quelque chose de nouveau aujourd'hui alors. Je verrai beaucoup de beurratiges dans la répartition des professions, mais vous ne verrez aucune tendance dans quoi que ce soit à l'état stable. L'examen des un échantillon représentatif d'économie qui varie d'une manière ou d'une autre, dont chacun est dans un état stable par rapport aux transitions d'aujourd'hui, concerne les transitions et je ne vais pas consacrer beaucoup d'attention à l'état stable de ce modèle, ce qui est probablement relativement inintéressant des accords donc. Maintenant nous arrivons à la partie de l'approfondissement financier. Donc ce que nous faisons est de créer un secteur financier exogène dans lequel tout le monde est intermédiaire. C'est comme l'une de ces économies duales, sauf pour nous c'est comme vous avoir accès aux banques libres, où vous n'avez aucun accès. C'est très extrême dans le secteur bancaire pour ainsi dire. Il ne s'agit pas seulement de crédit, il s'agit de prêt, donc il y a un taux d'intérêt d'équilibre qui va équilibrer le marché où l'épargne est égale à l'emprunt. Et maintenant vous regardez le retour aux agriculteurs. Les agriculteurs ont leurs revenus de subsistance mais ils mettent leur argent à la banque afin qu'ils vous fassent connaître un plus petit R ou grand R taux de rendement sur tout le monde. Quand vous avez un mar complet, il n'y a pas d'incertitude ici. Essentiellement donc vous avez une séparation néo-classique entre les ménages et les entreprises, qui signifie essentiellement les décisions de financement des entreprises n'ont rien à voir avec les ménages. Une autre façon de mettre cela est de simplement mettre tout votre argent dans la banque, puis emprunter ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'emprunter à tous, si tous ces gars mettent leur argent à la banque, y compris les entreprises, puis ils empruntent ce dont ils ont besoin maintenant, il est vrai que vous savez que les taux d'emprunt et de prêt sont les mêmes ici et c'est comme ça que je m'en tire avec cette astuce. Et dans 2 conférences, nous aurons un article qui se concentrera un peu sur l'écart entre l'emprunt et le prêt comme mesure du coût de l'intermédiation. Cet article n'a pas que cet article juste suppose parfaitement et l'intermédiation costless et ces taux sont les mêmes bien donc alors. Alpha fraction des ménages sont dans ce secteur à ce jour. Alors combien est dans les comptes d'épargne? Dites que vous savez que vous prenez la fraction alpha de la population totale. De l'intermédiaire mettant de tout le monde population. Ce secteur met B dans la banque donc alpha fois B est l'épargne et quel est fondamentalement le niveau d'emprunt? Bien les entreprises. Si vous êtes une entreprise, vous allez emprunter pour financer à la fois vos coûts d'installation et votre capital donc. Donc fondamentalement nous additionnons ou intégrés sur les 2 caractéristiques. C'est-à-dire les coûts d'installation eux-mêmes ainsi que la richesse. Vous n'intégrerez sur les entreprises que lorsqu'X est en dessous d'un certain seuil. Maintenant ce seuil n'est plus long. Je devrais actualiser les dessiner sur l'autre diagramme. C'est une ligne complètement plate. Vous savez, si vous êtes une entreprise ou un travailleur, j'ai dit que cela n'a rien à voir avec votre richesse, cela a juste à voir avec vos coûts. Donc si vos coûts sont élevés au-dessus de ce seuil, vous n'allez être une entreprise et si elle est ci-dessous vous êtes, si vous n'avez pas beaucoup de richesse que vous allez devoir emprunter beaucoup. C'est donc en quelque sorte la demande de fonds et vous savez fondamentalement que vous allez définir la demande de fonds égale à l'offre de fonds et trouver un taux d'intérêt qui fait qu'il y a une inégalité ici uniquement parce que, encore une fois, vous savez que le 1 plus petit r pourrait aller à 1. Donc le coût des fonds c'est essentiellement comme stocker du grain dans l'arrière-cour, auquel cas il y a une certaine indétermination, vous pourriez aussi bien le reporter plutôt que de le mettre dans une banque.
mais les taux d'intérêt peuvent être plus élevés que cela. Et de même l'emploi que nous avons, nous intégrons simplement la demande pour le travail, L. Emploi est délicat, les gens ont des emplois, va être un agriculteur ou un ouvrier ou un entrepreneur, il n'y a qu'un nombre limité de personnes dans la population. Donc si la taille de la population est normalisée à 1, vous avez essentiellement le nombre d'entrepreneurs et le nombre de travailleurs. Le nombre de travailleurs est vient juste de l'emploi des entreprises existantes où L. Et la main-d'œuvre embauchée d'une entreprise face à R comme taux d'intérêt et T comme salaire. Il y a ici deux secteurs intermédiaires et non intermédiaires, ils sont différents l'un de L. Autre, mais le marché du travail est parfait, encore une fois pas si crédible, mais rend les choses beaucoup plus faciles pour que vous puissiez travailler. Pour n'importe quelle entreprise, il n'y a même pas de vrai coût de migration, peut-être ce coût de la vie, c'est tout. Donc vous serez indifférent à un salaire donné où vous travaillez, donc ça additionne juste tous les emplois. Additionnant le nombre d'entreprises et encore une fois, cette chose sera égale à celle que vous avez utilisée. Tout le monde et vous devrez trouver un salaire qui équivaut à la demande et à l'offre de travailleurs. Donc vendredi Yann sera gentil de vous expliquer un peu plus facile à dire, peut-être pas si facile à faire. Même s'il s'agit d'un modèle statique, vous devez trouver ces taux d'intérêt et salaires d'équilibre qui nettoient le marché. Vous avez besoin d'un algorithme pour faire cela, vous devez avoir une bonne estimation sur la façon de rechercher et d'itérer. Oui, peut-être dans tout cela, donc je veux penser aux investissements dans le capital humain. Devrions-nous penser que cela va dans X ou devrions-nous considérer cela comme un type d'investissement différent qui existe vraiment pas de capital humain réaliste dans ce modèle. Ces gars choisissent des être, vous savez, créer une entreprise ou avoir ou quelle profession. Vous pouvez imaginer un modèle où le choix est d'aller ou non à l'école. Mais ce n'est tout simplement pas ici et ce n'est même pas réaliste dans le sens où vous connaissez ces X. Vous pourriez dire: bien, je suis allé à l'école, je suis assez doué, je sais comment diriger une entreprise. Vous savez que vous pourriez vouloir faire ça, mais le talent peut changer d'une période à l'autre. Ensuite, ce n'est pas génial pour le capi humain TAL. D'accord, donc voici dans l'épargne de revenus la part du travail, la fraction des entrepreneurs et une mesure de L. Inégalité, le génie comme prédit à la fois par le modèle et ce qui est réellement dans les données. Les données sont ici en fait, donc cela n'a pas trop bien fonctionné. La croissance dans le modèle est toujours inférieure à ce qu'elle est dans les données réelles. Souvenez-vous de mon petit mot pour la science où j'ai dit voyons à quel point un modèle fonctionne et nous pouvons faire correspondre ces choses beaucoup mieux. Si nous choisissons également les paramètres à essayer de faire correspondre, mais nous n'avons pas fait cela, nous sommes complètement sous. Vous savez, c'est incroyable, ça marche dans un certain sens aussi bien que ça le fait du tout, comme regarder les inégalités. Par exemple, vous ne pouvez probablement pas dire à partir de la rangée arrière la différence entre le modèle et les données. Il y a des intervalles ici, en gros, vous savez, lorsque vous estimez des choses, vous avez des erreurs standards sur l'estimation des paramètres, donc il y a tout un intervalle de confiance autour de toutes ces courbes que je dessine sur le choix de la profession. Nous avons donc généré beaucoup les paramètres de tracer des chemins dans. Vous connaissez les intervalles de confiance standard, mais le chemin moyen réel est juste ici et les données de lien réel sont juste ici, donc vous savez que cette inégalité est en quelque sorte très bien suivie et finit par baisser. Quand cela commence il en bas, vous savez, c'est quand il n'y a plus de ferme, et bien c'est un peu la version modèle. Il y a une forte augmentation du salaire vers 1992 en Thaïlande. Je pense quand je ne sais pas quand le tournant a été en Chine, mais c'est joli. Typique fraction des entrepreneurs était en prédire. Bien que finalement il augmente la part du travail, nous ne très bien. Et ainsi de suite. Donc maintenant le modèle avec ses points positifs et négatifs que nous pouvons faire quelques expériences de bien-être. Et ce que je veux faire est un couple essentiellement expérience que vous connaissez, un équilibre partiel RCT. Et un équilibre général, donc voici mon essai clinique aléatoire. Pour l'équilibre partiel, je vais prendre un ménage et le déplacer de la non intermédiaire.
Ce secteur est le maître dans le secteur intermédiaire, puis regardez les gains de bien-être. Maintenant en fait. Avant 1992. Le salaire en Thaïlande est le même. Il est toujours au niveau de subsistance quel que soit ce secteur financier en expansion. Donc c'est à la fois un équilibre partiel et un équilibre général modèle, mais je n'ai pas à m'inquiéter des effets d'équilibre général du salaire. Ce n'est pas comme si je donnais une intermédiation à l'économie ou pas. Ou c'est équivalent à faire passer un gars de l'autarcie à l'intermédiation financière parce que le salaire est le même. Alors qu'est-ce que c'est que cet énorme pic? Voici les gains équivalents que vous connaissez, les gains de consommation ou les gains de richesse pour les ménages de faible richesse, mais de talent élevé. Donc je sais que je les ai identifiés plutôt dans le diagramme de choix d'occupation afin qu'ils ne le soient plus contraints. Il y a donc des gens très talentueux qui vont maintenant créer des entreprises et des travailleurs encore plus élevés et gagner beaucoup d'argent. Après tout, le revers du salaire est en bas. C'est que lorsque vous êtes une entreprise, vous n'avez pas à payer des coûts élevés, vous gagnez une tonne d'argent. Donc ces gains sont si importants qu'ils rendent les autres choses petites en comparaison. En fait, ce genre de personnes passent des travailleurs aux entreprises et ces gens bleu. Clair, cela était, je ne sais pas si cela vous surprendra, ce sont des entreprises inefficaces qui font faillite. Je veux dire qu'elles sont en autarcie. Pas grand-chose à voir avec votre argent, le remettre dans l'entreprise, faire baisser le rendement marginal au coût de transport du grain, et c'est la meilleure chose que vous savez autre que d'être un agriculteur que vous pouvez faire. Mais quand le taux d'intérêt monte tôt et tôt, le taux des intérêts dans cette économie sera élevé parce qu'il n'y a pas beaucoup de richesse et il y a un produit marginal relativement élevé dans la production. Donc ces gens riches et paresseux sans talent, désolé, la paresse était excessif. Ils n'ont pas le choix à ce sujet, ils ne sont tout simplement pas bons à tout. Ils prennent leur argent et ils le mettent dedans la banque et ils jettent un rendement plus élevé. Vous savez que nous y reviendrons plus tard dans la classe quand nous reviendrons en fait à RCTS et 4 et tout cela vous savez, mais il y a déjà une mise en garde ici, certaines choses ne sont pas monotones. L'effet du traitement n'est pas monotone dans ce modèle. L'intermédiation est une bonne chose dans le sens où tout le monde peut gagner un revenu plus élevé, au moins lorsqu'il n'y a pas d'effet d'équilibre général. Mais la façon dont vous gagnez un revenu plus élevé peut impliquer des changements d'activité. Certaines personnes se lancent en affaires et d'autres cessent business. Donc d'une manière très simple, vous pouvez voir comment vous perdriez la monotonie monotone du traitement, mais nous y reviendrons plus tard. Donc c'est une prédiction. Maintenant sautons de pays. Je vais aller au Mexique. En fait je pense que la diapositive suivante est comme c'est ennuyeux. D'accord, j'apprends que nous n'aurons pas cela. Je vais essayer d'éviter ce problème à l'avenir. C'est au Mexique les fractions de salariés, essentiellement la fraction d'agriculteurs ou de personnes de subsistance et la fraction d'entrepreneurs. Et la précédente que je ne vous ai pas montrée sur cette échelle montre en fait que ceux-ci peuvent être légèrement différents, mais sur cette échelle avec toutes les professions, cela fonctionne assez bien. Donc oui, les fractions dans chaque profession, mais vous en avez mentionné qu'il y a beaucoup de mouvements à travers elles. Équation que la probabilité est différente des données. Oui, nous n'avons pas raison, nous ne regardons pas réellement le panel d'un ménage donné à leur choix de carrière ou leur choix de profession. Sur de nombreuses périodes de temps, nous n'utilisons que la coupe transversale pour faire l'estimation. Donc, même si je pense que votre point, et même si cela semble bien correspondre à cette image, il peut y avoir des ménages, vous savez, basculer de l'un à l'autre, et le modèle ne dit pas qu'ils devraient le faire en fait. Quand nous arriverons à Béura et Chin et ainsi de suite, ce sera au centre de la scène, ils seront plus réalistes quant à la répartition des talents et ils auront même une dynamique tournée vers l'avenir, manière dont leur talent peut évoluer à l'avenir. Et cela remédiera à cette lacune. Maintenant, il semble que je revendique un grand succès ici dans le sens de sauter au Mexique et tout d'un coup vous montrer que vous connaissez le résultat après tous les mêmes étapes, mais laissez-moi vous montrer quelque chose d'autre.
Donc, 6-7. Cette ligne est le modèle prédit U. Nombre d'entrepreneurs dans le secteur sans crédit et c'est celui avec crédit. Il y a de mauvaises nouvelles, il est un peu à l'opposé de ce que vous pensez à tour de rôle d'autorité financière être meilleur dans ce sens maintenant. Les gens normaux ne vous montrent pas ce genre de choses. Mais je vous le montre pour une raison et c'est dans ce livre que j'ai mentionné celui que nous écrivons. Sur le Mexique alors qu'est-ce qui s'est mal passé? Eh bien j'y suis retourné et je suis inquiet à ce sujet depuis assez longtemps. Je suis retourné et j'ai regardé à nouveau les chapitres. Vais-je mettre ce livre à la poubelle? Et ce que j'ai réalisé était ce choix d'occupation où vous faites ces probits de les variables. Comme le crédit était-ils n'apparaissent même pas là-bas comme étant importants, alors qu'ils le font en Thaïlande. Les données, les microdonnées me parlaient essentiellement et je ne les entendais pas depuis un moment. Cela fait le point de la conférence qui est que vous avez prendre le micro sous-jacent au sérieux. Et j'ai suivi un algorithme comme si j'avais compris quelque chose en Thaïlande et je pourrais le faire au Mexique mais maintenant je sais pourquoi ça ne fonctionnait pas si bien au Mexique. Ça ne vous dit pas ce que la prochaine étape est en passant mais vous savez clairement que l'EB ne va pas très bien travailler là-bas. Dans le secteur du crédit dans le département modèle le modèle ne fonctionne pas. Non mais donc s'il y a un pourcentage inférieur d'entrepreneurs mais le plus gros. C'est bien d'accord je n'ai pas de taille d'entreprise je vais revenir en arrière et regarder si nous devons dire aussi quelque chose de lié que nous avons comme j'ai pour la Thaïlande et c'est à votre disposition sur Dataverse. Nous avons une archive massive de données mexicaines, ça devrait être sur Dataverse. Et je suis censé inclure, j'espère qu'il y a est déjà inclus le résumé de George Moreno sur les données mexicaines. Et ce livre vous donnera en quelque sorte une idée de la grande variété de données dont nous disposons et où je peux revenir en arrière et voir si nous aurions réellement tracé la taille de l'entreprise D. Accord un autre modèle donc c'est celui avec l'approfondissement financier endogène. Et je commence par une image qui devrait vous rappeler la leçon de la dernière fois qui est ce compromis entre potentiellement entre la croissance et les niveaux et aussi la variabilité de la croissance. Dans ce cas, à un faible niveau de revenu que vous avez une plus grande variabilité qui est une sorte d'un fait qui semble être vrai dans les données mais cela est un modèle chemin généré dans lequel vous savez au fil du temps le revenu par habitant va évoluer et que, à partir de là, va changer les statistiques du modèle en termes de croissance future attendue et la variance de la croissance. Alors comment ce modèle fonctionne-t-il bien? C'est celui-ci est prospectif. Donc les ménages ne s'en soucient pas seulement à B dehors aujourd'hui et demain ils se soucient de L. Avenir escompté et il se soucie dans ce cas du journal de la consommation à chaque date dans une minute. Nous allons parler de quelques fonctions de puissance légèrement plus générales. Bêta est un taux d'actualisation. Et nous allons simplifier les choix de secteurs et de professions presque comme dirait actifs sans risque et risqués habituels. Plutôt que de les considérer comme des professions, il y a un actif sans risque, donc lorsque vous investissez à T-1 un certain montant, vous obtenez un delta multiplié par ce montant dans la période suivante. Un taux de rendement constant et la technologie risquée lorsque vous investissez le montant I à T-1. Vous le récupérez plus ou moins deux composants. Il y a un choc global c'est T-No I dessus c'est commun à tous les ménages c'est comme un risque global et il y a un epsilon qui a. Ceci est le ménage J désolé pas 2 et l'investissement J est le ménage cet epsilon J est le choc idiosyncratique qui frappe le ménage J est certainement différent à travers des différents ménages. Donc si vous avez la chance ou que vous avez payé l'argent pour être dans le club de l'intermédiaire financier il y a un avantage deux avantages en fait information et mutualisation du risque idiosyncratique donc. Le retour que vous obtenez à T-1 pour transporter des choses est le maximum en grande partie du retour sûr ou du retour risqué mais le retour risqué n'est plus risqué. Ce modèle va trop loin vous le voyez parfaitement à l'avance donc vous pouvez en quelque sorte choisir quoi faire.
Cette inversion extrême d'informa, les intermédiaires ont un avantage informationnel. Et ils peuvent conseiller les clients parce qu'ils ont cet avantage. Bien pas tout à fait, il y a une sorte de coût d'intermédiation et c'est gamma. Donc c'est un coin, c'est une inefficacité, c'est fusionné, ce n'est pas modélisé de manière profonde. Mais cela consomme des ressources et nous y reviendrons dans un instant et l'autre chose est qu'il est coûteux d'entrer dans le club d'investissement et cela coûte essentiellement de l'alpha. Pas l'alpha à la diapositive précédente, juste quelques n nouveaux nombres, il y a une concurrence parfaite entre les intermédiaires financiers, ils pourraient être tentés d'essayer de faire des profits, mais ils vont être amenés à faire payer aux gens le coût fixe pour entrer dans le système financier au prix réel et leur donner un retour qui couvre exactement le coin et est par ailleurs égal au taux de retour sur investissement réel. Alors où est passé l'epsilon? Vous savez, j'ai dit qu'il prenait le risque. Je ne l'ai pas tout à fait dit correctement, vous obtenez la chose risquée à coup sûr. Non seulement parce que vous connaissez θ, mais parce que ces epsilons disparaissent. Et que les epsilons se mettent en commun dans de nombreux ménages, c'est essentiellement donc. Ça va à zéro car vous avez de plus en plus de ménages, donc c'est comme un fonds commun de placement. Ce n'est pas seulement une banque avec vous, savoir que les emprunts à taux fixe c'est plus comme des capitaux propres. Vous placez votre argent à la banque, cela obtient une sorte de rendement moyen sur le portefeuille de la banque. Vous voudrez peut-être en emprunter pour financer l'investissement, mais c'est un peu séparé. Donc ça a l'air comme un problème de choix discret. Et si vous me supportez, ce n'est pas aussi grave que cela puisse paraître supposé au jour T. Vous avez déjà pris la décision de vous tenir à l'écart du système financier. Alors vous avez une fonction de valeur qui dépend de votre richesse qui n'est pas B ici mais K à la date T et vous allez décider quoi faire avec cela. Vous pouvez en économiser une partie et la différence entre ce que vous aviez et ce que vous économisez vous mangez et le montant que vous économisez vous obtenez. Mettre dans E une fraction dans la chose risquée et une fraction dans la chose sûre maintenant que vous n'êtes pas à la banque par la décision ici, donc vous allez certainement faire l'expérience de ce risque idiosyncratique. Peut rendre le retour sûr plus attrayant, mais nous on verra bien, donc. Vous savez, la prochaine période se déroule et au tout début, vous décidez en quelque sorte d'adhérer ou non au système financier à cette date, vous êtes tourné vers l'avenir. Donc, la valeur de dire ne pas adhérer le système financier était ce W qui était ici. W signifie S retiré. Ou ne participant pas, mais si vous décidez de vous joindre, vous obtiendrez l'autre branche. La valeur de la participation et ce sera essentiellement quelque chose appelé V. Mais pas tout à fait V parce que cet instant où vous vous joignez, vous allez avoir pour soustraire ces coûts fixes Q. Et dans ce modèle, c'est une fois et plus jamais en fait une fois que vous payez pour être dans vous restez pour toujours. Donc cela aurait pu être une diapositive plus simple. Dans le sens où une fois que vous vous joignez et que vous rejoignez la branche V, vous n'aurez plus jamais à choisir vous. Savez avec pour retirer vous resterez juste dans le système financier et vous récolterez tous les avantages de L. Information et de la mutualisation des risques et il n'y a aucune raison de partir, il faudrait changer ce modèle pour obtenir la désintermédiation, mais l'accent ici était mis sur l'augmentation de l'intermédiation. Donc c'est probablement quelque chose que vous avez vu, je ne suis pas tout à fait sûr de ce que vous avez eu dans vos autres cours, c'est un modèle de choix discret dynamique. Et fondamentalement vous avez cette fonction de valeur W. Pour une faible richesse C c'est la courbe la plus haute et puis vous dites non bien c'est au-dessus non. Pas vraiment parce qu'à l'instant où vous vous joignez, vous devez soustraire Q donc vous enlevez ce V et soustrayez Q du niveau de capital qui fait descendre toute la courbe pour que vous sachiez où ceci associe afin que vous sachiez où cette chose traverse, c'est en quelque sorte le point d'entrée clé à K à 15 étant donné la façon dont j'ai dessiné ces courbes à gauche de 15 vous ne participerez pas et à droite de 15 vous serez. Maintenant, rappelez-vous qu'il n'y a pas beaucoup d'hétérogénéité, l'une ou l'autre sorte de richesse est là.
Variable d'état unique clé au début de la période, donc la richesse à elle seule va prédire si le modèle est précis, que vous soyez ou non dans le système financier. Et j'y reviendrai ici. Voici ces fonctions d'épargne et choix de portefeuille. Et vous savez 15 ou je suppose que j'ai dit que vous savez que c'est un peu la marque clé. Une chose qui a du sens est la dynamique qui est que vous économisez plus et plus à l'avance pour cette éventuelle entrée. Dans la finance, le système à quel moment vous allez entrer dépend de la séquence de chocs que vous rencontrez et vous pouvez subir des revers qui font baisser votre patrimoine. Même si ex-ante votre décision d'investissement était logique, mais assez lentement avec le temps, cette pression se déplace vers le c'est vrai. Mais il y a une remise, donc vous ne voulez pas économiser trop tôt. Vous voulez en quelque sorte être proche et ensuite vous ne voulez pas retirer tous ces coûts fixes de votre patrimoine à cette date que vous économisez pour le financer, c'est inattendu. Ex-ante, donc plus vous vous rapprochez, vous penseriez donc que les personnes qui ne peuvent pas se diversifier en dehors du système financier feraient la chose la plus sûre, mais en fait, ce coût fixe crée une non-convexité si vous vous souvenez quand vous voyez Friedman et Savage en quelque sorte, vous connaissez la fonction d'utilité qui n'est pas concave partout, vous avez deux branches, vous avez cette fonction de valeur pour participer et la fonction de valeur. Pour ne pas participer et en PR par exemple, ils se croisent en quelque sorte comme un papillon. Alors vous obtenez cette partie non concave au milieu et cela crée ce genre de comportement à risque. Où il commence à faire des choses risquées plus risquées pour en quelque sorte prendre le risque de saisir le bag en laiton et amorcer à un niveau supérieur. Nous n'avons pas vu qu'en fait, vous savez que ces diagrammes ont l'air de se coller en douceur les uns dans les autres dans ces fonctions de valeur après que cette randomisation se passe. Autrement et donc le papillon disparaît en quelque sorte mais seulement après cette randomisation. Alors permettez-moi d'en dire un peu plus en termes de forme fonctionnelle réelle. Aversion au risque relatif constant de essentiellement degré sigma bêta. J'ai dit que c'était le taux d'actualisation. Désolé, c'est maintenant dépassé plutôt que θ, mais en tout cas nous avons à spécifier. Et ils sont à nouveau distribués uniformément, ce n'est plus mon choix préféré. Si quelque chose est uniformément distribué, vous devez avoir une limite supérieure et inférieure. Nous avons donc pris deux autres paramètres pour la distribution epsilon et tout est même quelque chose pour la distribution risquée. Donc, choix si discret D pour je suppose choix discret. Vous savez fondamentalement que vous allez entrer ou non selon que votre valeur de participation est plus élevée que non participée. Et vice versa, le modèle à ces paramètres va vous donner la K étoile qui est encore dans l'exemple était de 15. En général, K star va dépendre de toute cette liste de paramètres. Et de cette liste de paramètres que vous connaissez, le fixe coûté est l'aversion et l'utilité du taux d'actualisation, le coin et l'intermédiation, les limites supérieures et inférieures de ces distributions. Toutes ces choses θ pour JG déterminent essentiellement K étoile et E et K étoile. Vous savez va déterminer, vous savez si vous, à une richesse donnée, choisissez entrer ou ne pas entrer. Donc je vais sauter ceci, mais vous savez fondamentalement, il y a une manière compliquée dont les paramètres du modèle à travers l'objectif du modèle génèrent ce genre de seuil LD value UM et de même. Donc vous pouvez imaginer si, à une richesse donnée, vous voyez en quelque sorte les fractions participer et ne pas participer à la section transversale, que vous pourriez en quelque sorte inverser les choses. Et estimer ces paramètres, c'est un peu délicat parce que θ. Le niveau du type de choc global est important, nous devons donc intégrer cela. Aussi, mais lorsque nous effectuons l'estimation à l'aide d'une enquête socio-économique, les articles en ligne. Vous le savez, nous avons fini par estimer et, en fait, de manière réconfortante, de nombreux paramètres ont dû sens, mais le taux d'actualisation est proche de 1 mais pas exactement un degré d'aversion au risque est comme presque. Le cas du journal et le taux de dépréciation était de 4% et ainsi de suite assez remarquable.
Oui, donc est-ce que je lis correctement et que Gab a été estimé à être un? Dans ce cas, oui, d'accord, donc cela impliquerait-il un collectif efficace? Non, ouais, pas de coin, ouais. Je reviendrai là-dessus momentanément, donc. Encore une fois, nous pouvons simuler le modèle et sous diverses estimations à TED. Si vous connaissez des contrôles robustesse paramètres des valeurs pour obtenir le taux de croissance du taux de participation et l'indice de tuiles d'inégalité, maintenant une mise en garde sur le taux de croissance. Et je dois toujours vérifier pour vous assurer que ce modèle a des chocs globaux. Si vous intégrez des sur les chocs attendus, vous obtiendrez un taux de croissance plus fluide que dans les données réelles. Et qu'est-ce que je dois vérifier? Je dois toujours revenir en arrière et voir si nous avons utilisé des valeurs simulées de θ ou nous pris la moyenne sur ces θ. Nous avons raté cette reprise ici dans le taux de croissance et c'est lié au fait que la participation financière va à plat ici. Ce modèle est excellent pour les tendances, il vous donne cette participation toujours croissante au système financier et en fait cela vous donne pendant un certain temps une bonne idée de l'inégalité croissante car ces entreprises ont fait beaucoup plus d'argent. Mais cela manque le ralentissement, en fait il n'y a pas de prix réel, il n'y a rien de tel qu'un salaire ou des intérêts, c'est un défaut et donc vous savez que c'est presque comme un monde linéaire dans un certain sens. Et nous ne pouvons pas réduire les inégalités dans ce modèle mais nous pouvons obtenir les bonnes tendances pendant un certain temps. Cette participation va m'apporter de retour au coin alors. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire une expérience politique en gros. On regarde le contrôle du gouvernement sur le système bancaire en termes de ratio de crédit. Ça bouge un peu mais essentiellement c'est plat, ça va et il revient à nouveau. C'est la libéralisation, ce qui est le retranchement qui est arrivé avant. Si ce que nous faisons est que vous savez que nous modifions ce paramètre gamma, il ne va pas être intermédiation coûteuse. En fait, nous allons soustraire au large, je pense c'était quelque chose comme 3 ou 4%. Lorsque l'intermédiation est effectuée par les banques gouvernementales. Et nous ne changeons pas le modèle autrement et étonnamment, nous obtenons cela presque parfaitement afin que nous puissions réellement obtenir le ralentissement de l'économie que vous connaissez en fonction de c'est une mauvaise expérience politique. Où le gouvernement, pour une raison ou une autre, a essentiellement pris le contrôle du système bancaire. Par la façon dont nous ne nous débrouillons pas très bien avec les différences de croissance même après la libéralisation. Et nous le pouvons et la raison en est en partie parce qu'au moins à travers le prisme de Hall's régression c'est. J'y ai fait allusion avant, c'est juste fondamentalement indésirable, je veux dire que ce n'est pas un modèle stationnaire. Les règles de décision sont stationnaires mais les agrégats comme les taux de croissance ne le sont pas. Et vous pouvez utiliser ces fonctions de valeur pour annuler les gains de bien-être. Il y a un nombre de façons de le faire. Une chose que nous pourrions faire, c'est simplement surprendre les gens qui pensent que le système bancaire va rester restreint et ils ont fait leur plan dynamique, puis nous les surprenons et libéralisons. Et ils sont mieux lotis et nous pouvons calculer à travers les fonctions de valeur. C'est un peu compliqué et je ne vais pas vous expliquer ces diapositives, mais les gains de bien-être peuvent être assez importants maintenant. Nous pouvons imaginer les surprendre comme faire varier ce coin ou varier le coût fixe. Et cela compte un peu et nous pouvons amener ce modèle au Mexique et il s'adapte plutôt bien à la tendance du taux de croissance, mais vers 1992 le Mexique a eu encore une autre crise. Et vous savez, pas surprenant que ce modèle est juste très mal équipé pour gérer ce genre de choses en fait. Les choses ont commencé à aller mieux avec Vitant Fox vers 2002. Nous pourrions redémarrer le modèle ici et ça ira bien mais ça ne va pas expliquer. C'est pourquoi le Mexique est toujours pauvre, je veux dire il montait les escaliers, il monte à l'étage puis il tombe à nouveau et ils le font depuis le début des années 80. Vous savez, j'espère qu'ils ne vont pas retomber mais le modèle que je vous ai promis a des lacunes. Le MOD, ce modèle n'est pas conçu pour arriver à des arrêts soudains ou à des choses le long de cette ligne. Donc, la dernière chose que je veux vous montrer rapidement.
est un autre type d'expérience. Au lieu d'aller dans un nouveau pays comme le Mexique, nous avons commencé à regarder à l'intérieur du pays de la Thaïlande. C'est une image de la richesse fondamentalement en utilisant une composante principale que vous pouvez voir dans et autour de Bangkok et en allant au nord jusqu'à Chiang Mai. Vous connaissez le couloir de la richesse si vous voulez du pays. Ces choses vertes sont les provinces de mon enquête et en les regardant à nouveau vous pouvez réellement voir où se trouvent les villages. Vous pouvez voir le réseau routier. Au moins les principales autoroutes. Vous pouvez voir les centres des districts. J'ai promis je vous demanderai ceci. Je l'ai déjà mentionné si vous êtes intéressé à passer par certaines des capacités du GIS. Je suis plus qu'heureux de programmer une session supplémentaire. Je dois vérifier ma personne GIS. Je vois certains d'entre vous secouer la tête. Vous n'êtes pas tous obligés d'y aller donc. C'est assez pour moi, alors laissez-moi vérifier avec elle et peut-être que nous pouvons éventuellement faire ce vendredi de la semaine prochaine. Mais ce serait au-delà de la section de récitation régulière. Et voici donc une image de l'endroit où se trouvent les entreprises en Thaïlande. Et à travers ce GIS quelque chose appelé le Moran, vous pouvez voir si les zones qui ont des niveaux élevés d'entreprise sont entourées d'autres zones avec des niveaux élevés d'entreprise. Ou de faibles niveaux entourés de faibles, et vous voyez donc cette image géographique assez saillante. Et ici nous avons pris les niveaux d'entreprise en 1986 et avons examiné le taux de croissance de l'entreprise entre 1986 et 1996. Cette zone ici, les couleurs sont un peu pâles, cela ne ressort pas trop bien, sont des zones de convergence dans le sens où elles ont commencé à des niveaux élevés mais ensuite elles rétrécissent à des niveaux inférieurs. C'est cette zone autour d'elles, bien que ces rouges ce soit zone d'agglomération, elles ont des niveaux élevés et des taux de croissance élevés. Il y a une concentration toujours croissante d'entreprises. Ces zones roses sont des zones de ketchup le long du couloir qui avaient des niveaux bas et maintenant elles gagnent beaucoup d'entreprises, et ces zones bleues ici comme les boonies. Vous savez qu'ils ont des niveaux et des taux de croissance faibles, donc ce n'est pas une image uniforme en fait. Vous pouvez prendre cela pour les provinces et regarder dans les données les zones d'agglomération et les niveaux de bas élatifs et qui ressemble à peu près la même image qui est un modèle généré, l'image que nous projetons effectivement pris l'œil d'Ellis et Bernhardt et projeté vers le bas au niveau du village et là, vous pouvez voir l'agglomération. Il n'est pas là exactement identique, sont certaines prédictions dans le modèle qui ne se produit pas dans les données, mais en grande partie vous connaissez ce genre de zone favorable. Un sous-ensemble du candidat des zones favorables sont ceux qui commencent réellement à se développer comme un fou en Thaïlande. Et ici à ce même niveau est Greenwood et Jovanovic et ici ces zones rouges sont des zones où le modèle surprédit les données et les zones vertes sont des endroits où le modèle est sous-prédisant, en d'autres termes ces zones rouges qui s'avèrent être les mêmes zones urbaines. Greenwood et Jovanovic prédisent qu'elles devraient avoir plus de banques qu'ils ne le font réellement. Dans un certain sens, même s'ils sont plus riches, ils sont mal desservis par rapport à ce que le modèle prédirait, et ces zones vertes sont concernant les zones où il y a plus d'accès au crédit que Greenwood et Giovanna, ce qui pourrait prédire maintenant. Il s'avère que cette histoire a à voir avec elle. Interaction entre les banques commerciales qui opèrent dans les zones urbaines et la banque pour l'agriculture qui opère dans les zones rurales, et nous j'y reviendrai dans le dernier cours de la classe. Donc j'ai terminé, je vais simplement vous indiquer le reste des diapositives. En gros, nous avons fait une sorte de comparaison rigoureuse des réussites et des échecs, donc vous pouvez en fait parcourir chacun des modèles et voir sur quelles données quel modèle fonctionne bien et quel modèle de données fonctionne mal, ce qui alimente la question de la sélection du modèle et des prochaines étapes de la recherche. Donc d'accord, je suis un peu à 2 minutes au-delà de toi, François.